Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, candidate UMP à la mairie de Paris. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour ce grand jury dont vous êtes l'invité. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonsoir. Bonsoir. Vous serez interrogé par Alexis Brézet du Figaro et Frédéric Delpech pour LCI. Vous tous qui nous suivez sur RTL ou LCI, vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux via le mot-clé grand jury. On va évidemment parler de votre candidature à la mairie de Paris, mais je voudrais qu'on commence par plusieurs dossiers de l'actualité politique et économique qui ont marqué la semaine ou qui vont marquer la semaine qui s'ouvre. On aura sans doute dans les prochains jours, sauf surprise, une nouvelle hausse du chômage. Et pour tenter de gagner le pari de l'inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année, le gouvernement a recours massivement aux emplois aidés. Il y en aura 1,5 million d'ici la fin de l'année, 540 000, dit Michel Sapin aujourd'hui. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que c'est la bonne méthode ? Tous les gouvernements en période de crise ont eu recours aux emplois aidés. Y compris celui auquel vous avez appartenu. Bien sûr, tous les gouvernements de droite et de gauche. Donc c'est pas choquant. C'est une façon d'essayer d'accompagner le mieux possible les gens dans la crise. En revanche, ce qui est choquant, c'est d'essayer de faire croire que c'est une solution. Parce que ça, c'est chercher à anesthésier la société, d'essayer de lui faire croire que les emplois aidés sont une solution. C'est en aucune manière une solution. Ça ne résout rien. Il s'agit d'accompagner des personnes qui, pour certaines, sont en situation de souffrance, des jeunes qui ont des difficultés à rentrer dans le monde du travail, mais ça ne leur donne pas de solution à long terme. Par exemple, moi, ça m'a un peu choqué qu'on appelle les contrats d'avenir. C'est pas un contrat d'avenir, c'est un contrat d'attente. C'est un pis-aller ? Mais c'est une solution temporaire, en l'occurrence les contrats d'avenir, notamment pour des jeunes qui ont besoin d'une première expérience, voilà. Encore une fois, tous les gouvernements, de droite ou de gauche, en période de crise, ont fait des contrats aidés. Donc c'est pas le fait de faire des contrats aidés qui est choquant, c'est d'essayer de faire croire que c'est une solution. Ça, c'est anesthésier les gens. Et si c'est pas la solution, c'est quoi la solution ? Qu'est-ce qu'il faut faire qui n'est pas fait ou qui n'a pas été fait d'ailleurs ? Mais la solution, c'est de remettre de l'énergie, de la puissance et beaucoup d'initiatives dans l'économie, de redonner les moyens de la compétitivité aux entreprises. Oui, mais ça c'est un peu abstrait, c'est des objectifs. Je prends des exemples très concrets. On avait fait la TVA anti-délocalisation, qui consistait à transférer une partie des charges qui pèsent sur les entreprises vers la TVA, vers la consommation. François Hollande, candidat, a expliqué qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail. Puis François Hollande, élu président, a reconnu finalement qu'il y avait un problème de coût du travail, mais il a détruit cet outil pour le remplacer par un outil qui s'appelle le crédit impôt compétitivité, qui en fait procède sensiblement de la même philosophie. Donc c'est plutôt pas mal ça. Procède sensiblement de la même philosophie, mais notoirement moins efficace. Pourquoi ? Parce que c'est un crédit d'impôt, donc ça vient après. C'est pas pris en compte dans les anticipations des entreprises. Et entre-temps, de toute façon, on a beaucoup alourdi la fiscalité sur les entreprises. Bref, on ne prend pas les mesures, et quand on en prend, elles sont trop modestes, elles sont trop timides. On ne prend pas les mesures qui seraient nécessaires pour affermir la compétitivité des entreprises. On pourrait prendre un autre exemple qui est très actuel, qui est celui de la formation des chômeurs. Moi, je suis très frappée. Notre système de formation est mal fait en France. Notre système de formation professionnelle. Le gouvernement en a parlé cette semaine. Ils vont mettre 150 millions d'euros pour la formation des chômeurs dans les filières qui en ont le plus besoin. Oui, mais Jérôme Chapuis, il propose de faire un one-shot, de donner un coup de collier, en fait, pour former des chômeurs vers les filières dans lesquelles, aujourd'hui, il y a des demandes. C'est probablement une bonne idée. Sauf que ce qu'il faut, c'est réformer en profondeur le système. Aujourd'hui, vous avez moins d'un chômeur sur 10, moins d'une personne sur 10 au chômage est en formation. C'est très faible. Et quand vous rentrez dans le détail des chiffres, c'est encore pire. C'est-à-dire que parmi les personnes qui sont au chômage, qui ont demandé une formation, vous en avez seulement 1 sur 2 qui aura une formation. Et si vous rentrez encore plus loin, toujours dans le détail des chiffres, eh bien, les personnes qui ont eu une formation mettent souvent plusieurs mois à obtenir leur formation, et souvent ce sont des formations peu qualifiantes, entre 3 et 6 mois, alors qu'on sait bien que pour une reconversion, pour être accompagné vers un de ces secteurs qui aujourd'hui propose de l'emploi, il faut souvent plus de 3 à 6 mois de formation. Pendant ce temps-là, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent dans la formation professionnelle. Il y a plus de 30 milliards par an dans la formation professionnelle, simplement les syndicats, le patronat ont, disons-le, leurs intérêts
dans ces organismes de formation professionnelle et on a bien du mal à faire évoluer les choses. Donc, faire une opération une fois pour essayer d'accompagner un maximum de chômeurs aujourd'hui, là, maintenant, vers des filières qui embauchent, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut surtout, c'est réformer en profondeur le système de formation professionnelle. Lorsque le gouvernement propose de s'attaquer à un chantier qui est de pourvoir les 200 à 300 000 postes non pourvus, actuellement par des incitations financières à la mobilité, par exemple, le MEDEF approuve. Est-ce que c'est une bonne initiative ? Ce que je viens de dire, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Là, dans l'instant, c'est une réponse d'urgence. Mais ce qu'il nous faut derrière, c'est réformer en profondeur notre système de formation professionnelle. C'est pas normal d'avoir seulement un chômeur sur 10 aujourd'hui qui est en formation professionnelle. Et on sait bien que ça se heurte à des intérêts, à une organisation sur laquelle le patronat comme le syndicat... Le discours de François Hollande ne vous a pas convaincu à la conférence sociale ? Écoutez, non, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Pour tout dire, on ne comprend pas vraiment quelle est la vision, quel est le projet de François Hollande sur ces sujets. Moi, ce qui me frappe depuis maintenant plus d'1 an que François Hollande a été élu président de la République, c'est qu'il y a eu, sur des questions majeures, plusieurs fois, des changements de braquet, souvent liés à des problèmes politiciens à l'intérieur de sa majorité, qui rendent sa politique illisible. Je prends un exemple très concret, on parlait de compétitivité à l'instant avec Alexis Brézet. L'affaire des pigeons. Vous savez, à l'automne dernier, François Hollande et son gouvernement augmentent très fortement les plus-values de cession mobilière. Donc ça touche notamment les jeunes entrepreneurs, et singulièrement les jeunes entrepreneurs du secteur du numérique. Et puis il y a une mobilisation qui se fait sur Internet, qui s'appelle les pigeons. Et le gouvernement recule. Et alors, sur le coup, le gouvernement recule en mettant en place des dérogations. Récemment, le gouvernement recule de manière un petit peu plus nette. Il recule en fait... Donc on a aggravé la fiscalité sur ces entreprises. On revient en arrière en mettant en place des dérogations. Donc c'est comme pour la TVA anti-délocalisation. On fait les choses, mais on les fait de manière très compliquée. Entre-temps, il y a des coûts administratifs. Entre-temps, surtout l'image de la France dans le monde des entrepreneurs et à l'étranger s'est dégradée. Entre-temps, il y a des entrepreneurs qui sont partis. Et au bout d'1 an, c'est quoi le bilan de la politique de François Hollande là-dessus ? C'est un aller-retour sur le fond, sur le niveau de la fiscalité, et avec, entre-temps, une forte dégradation de l'image et une perte de confiance. C'est ça le pire. Une perte de confiance dans le milieu des entrepreneurs, qui est un milieu qui a besoin de confiance et de stabilité. Si malgré tout, en décembre, grâce à ces 540 000 emplois aidés dont nous venons de parler, la courbe du chômage s'inversait, reculait, s'infléchissait, qu'est-ce que vous diriez ? Vous diriez bravo Hollande, ou bien vous diriez c'est bidon, c'est pas une façon de faire reculer le chômage ? Si la courbe du chômage s'inversait, je m'en réjouirais, comme j'en suis sûr tous les Français. Simplement, ce que je dis, c'est que si ça se faisait sur des motifs comptables, si ça se faisait avec des fausses créations d'emplois dont on sait bien qu'elles ne sont pas pérennes, parce que ces emplois aidés, ils sont financés par la fiscalité, ils sont financés par les collectivités, ils sont dans le milieu associatif, ce n'est pas des emplois qui participent du développement de l'économie dans la durée. Voilà, je dirais ça trouve ses limites. Sur le dossier des retraites, vous regrettez que le chef de l'État semble avoir abandonné la piste de rapprocher le régime des fonctionnaires de celui du régime général ? Oui, et je vais plus loin. Je trouve que sur un sujet comme ça, sur lequel il va falloir demander des efforts à nouveau aux Français. On le sait bien. Par le passé, je crois qu'en 1975, on avait pour 10 personnes à la retraite plus de 30 actifs cotisants. Aujourd'hui, pour 10, on est de l'ordre de 14 actifs cotisants. Et ce chiffre ne fait que se réduire. Notre système, c'est un système de retraite par répartition. On vit de plus en plus longtemps. Il y a de moins en moins de cotisants. Donc, on a un problème. Mais sur ce public-privé. Sur ce sujet, donc, on va demander aux Français des efforts. Pour demander aux Français des efforts, il faut être dans une relation de confiance avec eux. Il faut qu'ils sachent vers où on va. Il faut qu'ils comprennent la vision qui est celle, par exemple, que le président de la République pourra avoir de notre système de protection sociale. Or, le président de la République sur ce sujet a beaucoup menti. Il a menti parce qu'au moment où nous faisions une réforme des retraites, la gauche, par démagogie, a défilé sans faire de contre-proposition. Il a menti pendant la campagne présidentielle. Il a menti pendant la campagne législative, en revenant en arrière sur la réforme des retraites que nous avions fait pour faire quelques cadeaux. Et disons-le, s'amener les bonnes grâces de l'électorat pendant la campagne législative. Et donc aujourd'hui, il n'est pas en bonne position. À cause de tout ce passif, il n'est pas en bonne position pour mener cette réforme des retraites. Sur le fond de la réforme, on sait bien qu'il n'y a que 3 solutions.
soit on augmente les cotisations et ça pèse, encore une fois, sur les entreprises et sur leur compétitivité, soit on baisse les pensions, soit on travaille plus. Nous avions dit très clairement... Attendez, alors c'est pas si clair. Ah bah écoutez, c'est pas si clair. Nous, on avait dit très clairement aux Français, il va falloir travailler plus. Alors vous, et c'est pas quelque chose qui est facile à dire. Mais quand vous regardez, quand vous lisez tout ce qui a été dit par différents membres du gouvernement ces derniers temps, c'est pas si clair qu'ils ont choisi une des options. Et moi, ce que je crains, c'est qu'à force de ne pas vouloir choisir, on ait les trois. Il y a quand même l'idée d'augmenter la durée de cotisation. Alors, à la fois travailler plus, moi j'ai peur qu'on ait les trois. Maintenant, sur la question de savoir comment on fait pour travailler plus, en plus, ils sont hypocrites. Parce qu'il y a deux façons, il y a plusieurs façons de travailler plus. Il y a augmenter la durée de cotisation c'est ce dont il parle. Et augmenter l'âge légal. Augmenter la durée de cotisation sans augmenter l'âge légal, c'est très hypocrite. C'est très hypocrite parce qu'on vous dit, vous allez continuer à avoir le temps de partir à 62 ans, mais il vous faudra 45 années de cotisation. Ben, vous faites vite le calcul, ça ne va pas concerner grand monde. J'ajoute que c'est très hypocrite parce que les entreprises, quand elles gèrent leur personnel, elles ont en ligne de mire l'âge légal du départ à la retraite. On sait bien que quand on a 58 ans, on a du mal à trouver un boulot parce que, voilà, c'est 61, 62, l'âge légal du départ à la retraite. Pour vous, ce serait quoi l'âge légal aujourd'hui? Il faut le reporter à 64, 65 ans? Mais la seule solution, c'est de repousser l'âge légal. À combien? Probablement vers 65 ans, oui. Donc revenir... Et si vous voulez, c'est moins hypocrite parce qu'en fait, là, on fait aux gens, ça c'est tellement à la gauche, il va y avoir une espèce de droit virtuel. Voilà, vous aurez virtuellement le droit de partir à 62 ans. Mais en fait, de moins en moins de gens pourront partir à 62 ans avec une retraite à taux plein. Donc finalement, on vous baisse votre pension, mais sans vous le dire, c'est hypocrite. Il y a une autre façon de travailler plus, c'est pas travailler plus sur la vie, mais dans la semaine. Est-ce que vous êtes pour la fin des 35 heures? Moi, je suis pour une négociation branche par branche sur les 35 heures, parce que je trouve que ce qui a été le plus pénalisant dans les 35 heures, ça a été une espèce d'application généralisée, dont on voit bien que dans certains secteurs, elle a eu des effets de désorganisation très profonds. Par exemple, vendredi soir, il y avait la fête de la musique. Moi, j'ai voulu, à l'issue de la fête de la musique, rendre visite dans les urgences de Paris, à la Riboisière et à l'Hôtel-Dieu, parce que c'est des soirs qui sont forcément très animés, agités dans les urgences, voir un peu comment ça se passait. Dans les services hospitaliers, les 35 heures ont eu un effet de désorganisation brutale, profond, avec des situations de souffrance pour tous les personnels. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a des gagnants et des perdants, il n'y a que des perdants. Patients et personnel compris. Juste un mot, régime spéciaux, fonctionnaires, vous ne nous avez pas répondu. Oui, il faut faire converger. C'est évident qu'il faut faire converger. Là, la droite a mené successivement... Juste un mot pour conclure ce dossier sur les retraites. Compte tenu de tout ce que vous venez de dire sur la réforme donc engagée par François Hollande, est-ce que vous la voterez, cette réforme? Bah écoutez, pour le moment, on n'en connaît pas franchement les contours, donc attendons de voir. Moi, je ne suis pas du tout sûre, comme vous, que ce soit une réforme qui soit concentrée sur le travail, sur la durée du travail. On lit ici ou là des choses bien différentes. Moi, je pense qu'à force de ne pas choisir, en fait, on va avoir les trois solutions, en quelque sorte, que je décrirais. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les solutions nuisibles, augmentation de la durée de cotisation, baisse des pensions, ça c'est nuisible pour le pouvoir d'achat. On va avoir la solution hypocrite, qui est l'augmentation de la durée de cotisation, et on n'aura pas, probablement, pour des raisons politiques internes à la majorité, la seule solution vraiment efficace, qui est l'augmentation de l'âge légal. Nathalie Kosciusko-Morizet, ce climat social pèse évidemment sur le climat politique. On aura sans doute d'ici 3/4 d'heure une tendance sur l'élection législative partielle de Villeneuve-sur-Lot, l'ex-circonscription de Jérôme Cahuzac. C'est la deuxième fois en quelques semaines qu'on assiste à un duel UMP-Front National dans une législative partielle. Il y a évidemment ce contexte très particulier, mais au-delà du scandale, est-ce que élection après élection, on n'est pas en train d'assister à une forme de consécration du Front National comme parti compatible avec la République, comme avait pu le dire Nicolas Sarkozy l'année dernière? Pardon, mais il y a des choses très différentes dans votre question. Le Front National est un parti qui n'est pas interdit, qui a donc le droit de se présenter. Il se trouve qu'il y a des électeurs qui votent pour lui. Ça n'est pas mon choix, mais il y a des électeurs qui votent pour lui. Et c'est vrai qu'on observe sur certaines élections qu'il y a de plus en plus d'électeurs qui votent pour lui. Donc voilà, il est là. Et je vais poser ma question différemment. Dans ces conditions, est-ce que le Front républicain est toujours valide? Attendez, je voudrais d'abord faire remarquer que dans les dernières élections partielles, le fait politique majeur, avant d'être, à mon avis, la hausse de la présidence du Front National, c'est quand même l'effondrement du Parti socialiste,
Parce qui profite plus au Front National qu'à l'UMP. Qui profite plus au Front National qu'à l'UMP, mais enfin, qui, in fine, permet des victoires de l'UMP. L'effondrement du Parti socialiste... Oui, enfin, on verra ça ce soir, concernant le Vieux-sur-Lot, mais dans les 8 dernières élections partielles, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un désaveu profond de la politique de François Hollande. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du choc, parce que c'est un effondrement. Après, vous me parlez de la question du Front républicain. Moi, j'ai dit, et pour que ce soit bien clair, je l'ai même écrit, j'ai fait un livre sur le sujet après les élections cantonales, dernières élections cantonales, parce que j'avais trouvé que ce débat n'avait pas été purgé à l'intérieur de ma famille politique. J'ai dit que je trouvais qu'on ne devait pas renvoyer dos à dos quand la question se posait, Front National et Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce sont des partis qui ne sont pas de la même nature, qui n'ont pas le même type d'offre politique. J'ai des désaccords profonds sur les solutions que propose le Parti Socialiste, mais j'ai un désaccord majeur sur la vision que le Front National a de la société et sur sa manière de faire de la politique. Donc, je pense, c'est mon choix, qu'on ne doit pas renvoyer dos à dos un parti qui est au cœur du jeu politique et un parti qui se situe dans les extrêmes. On verra tout à l'heure dans les résultats de Villeneuve-sur-Lot si les électeurs ont fait le même choix. Quand Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, qui sera peut-être aussi candidate au municipal, dit le Front républicain, c'est un déni de démocratie, c'est une alliance droite-gauche qui a vécu, ça n'a plus aucun sens, ça ne fait que masquer l'échec de la classe politique. C'est un constat très sévère sur ce Front républicain auquel une partie du Parti socialiste et du UMP ont appelé à Villeneuve-sur-Lot. Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur les mots. Moi, je l'ai dit dans ce livre d'ailleurs que j'avais écrit, j'aime pas trop le terme Front républicain parce qu'il renvoie à d'autres périodes de l'histoire et finalement c'est des termes un peu auberge espagnole en politique. Chacun y met ce qu'il veut. Bon. L'appel à faire barrage au Front National en gros. Il y a autre chose que j'aime pas souvent dans cette discussion, c'est le terme consigne de vote. Je crois que nos concitoyens ont plus du tout envie, à supposer qu'ils n'en aient jamais eu envie d'ailleurs, d'entendre parler de consigne de vote. Je crois que vraiment le terme consigne en matière de vote, le vote c'est un espace de liberté, le terme consigne a vraiment pas sa place. En revanche, c'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques de dire pourquoi ils votent, de dire ce que c'est que leur choix. Moi, je pense que dire que moi, mon choix, ça n'est pas de renvoyer dos à dos quand la question se pose à un parti qui est au cœur du jeu politique, même si je n'ai pas, si je ne partage pas les solutions qu'il propose, et on vient d'évoquer par exemple sur la question des retraites. Et le Front National, moi je le dis. Mais en quoi le Front National n'est pas au cœur du jeu politique ? Mais le Front National ne propose absolument aucune solution sur tous les problèmes qu'il soulève et qu'il agite. Est-ce que vous avez par exemple compris quelles pouvaient être les propositions du Front National sur la réforme des retraites ? Dont on vient de parler. Il y a des propositions, des propositions sur la question de la formation des chômeurs. Le Front National agite différents thèmes d'ailleurs à différentes époques. Le Front National aujourd'hui cherche à séduire l'électorat populaire et l'électorat ouvrier. Donc il reprend à une partie de l'extrême gauche certaines thématiques de l'extrême gauche. À d'autres époques, il a été d'autres thématiques. Mais le Front National ne cherche pas à trouver des solutions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette thématique du Front républicain marche de moins en moins bien, comme celle d'ailleurs du vote utile, qui, c'est vrai, a permis pendant des années d'endiguer le vote Front National ? Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on met sur les mots. Moi, j'aime pas le terme Front républicain. Je l'ai dit, je l'ai même écrit. C'est quand même la chose. Cette idée qu'on ne renvoie pas dos à dos un parti extrémiste comme le Front National dans la question... et un parti, même si on n'a pas son opinion qui est comme le Parti Socialiste, qui est un parti de gouvernement, moi j'y crois. Voilà, c'est quelque chose auquel on peut avoir un désaccord. Vous avez pointé la responsabilité du Parti Socialiste qui n'est pas présent pour la deuxième fois dans une législative partielle au second tour, mais votre responsabilité à vous, la droite... républicaine, elle est très grande. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que, pour reprendre les termes cités tout à l'heure par Frédéric Delpech de Rachida Dati, ça ne signe pas l'échec des partis politiques traditionnels, ce score du FN ? Écoutez, on verra ce soir le résultat de l'élection partielle de Villeneuve-sur-Lot, parce que là, on est en train de commenter des résultats qu'on n'a pas à un quart d'heure. On commente le résultat du premier tour. La progression du FN, on la voit au premier tour, comme on l'avait vu au mois de mars. Écoutez, qu'il y ait une progression du FN, c'est factuel, c'est évident. Et d'ailleurs, finalement, on en voit bien les raisons. Elles sont doubles. À Villeneuve-sur-Lot, on est à la fois sur les terres de Jérôme Cahuzac, donc il y a un scandale qui, dans l'addition des scandales, renvoie un certain nombre d'électeurs
la tentation du tous pourri. Et puis il y a autre chose. On l'évoquait tout à l'heure à propos des retraites. Il y a ce sentiment que François Hollande a beaucoup menti, qu'il y a un décalage complet entre les promesses qui ont été celles de l'élection présidentielle et même, je le redis, l'élection législative, parce que le jeu des promesses, il a continué pendant l'élection législative, pendant la dernière élection législative. Est-ce que l'UMP n'échoue pas à parler à ces électeurs-là ? Il y a un décalage complet entre ça et les résultats. Moi, il y a une image qui m'a beaucoup frappée. Récemment, on me demandait sur un média quelles étaient les images qui m'avaient frappée dans l'année passée. Il y en a une qui m'a beaucoup frappée. C'est un ouvrier qui devait être un ouvrier de Florange, qui, après les annonces qui avaient été faites sur l'avenir du site, pleurait. C'est des images frappantes parce que, je le dis en étant consciente que c'est probablement quelqu'un qui n'aurait pas partagé mes options politiques. Mais c'est des images frappantes parce que c'est des gens qui ont la réputation d'être des durs. Donc vous ne croyez pas à la prédiction je pense qu'il pleurait non pas seulement sur les annonces qui avaient été faites sur son emploi, peut-être sur la fermeture du site auquel il était attaché, mais il pleurait d'abord sur la trahison, le sentiment de trahison d'avoir vu Hollande. Est-ce que c'est pas un échec de l'UMP de ne pas savoir les faire revenir ? Ce serait une... Enfin, moi, je souhaite que l'UMP les fasse revenir. Je souhaite que l'UMP Qu'est-ce que vous leur dites à ces électeurs-là ? À leur parler à nouveau. Ce que je leur dis, c'est que je voudrais qu'on évoque d'autres affaires, d'autres dossiers, puisque vous évoquiez le scandale Cahuzac. Il y a dans l'actualité d'autres dossiers qui sont ennuyeux pour votre camp. Bernard Tapie sera auditionné demain par les enquêteurs dans l'instruction sur l'arbitrage dont il a bénéficié dans son litige avec le Crédit Lyonnais. C'est un dossier dans lequel Nicolas Sarkozy et ses proches sont souvent cités. Et Nicolas Sarkozy est d'ailleurs ciblé par la gauche. Je voudrais vous faire écouter ce que disait la semaine dernière Arnaud Montebourg, ici même au Grand Jury. Il y a une escroquerie en bande organisée et je lis les journaux et j'apprends que la bande organisée se réunit à l'Élysée. C'est quand même tout à fait problématique. Alors moi je me pose la question, qui est le chef de bande ? Voilà, est-ce qu'avec le recul, vous considérez que Nicolas Sarkozy a bien fait de s'impliquer dans ce dossier Tapie ? Bon, vous ne m'auriez pas dit que c'était Arnaud Montebourg, j'aurais deviné. Et peut-être qu'on pourrait suggérer Arnaud Montebourg, qui est, je crois, en charge du redressement productif, c'est comme ça qu'on appelle, bref, de l'industrie. Peut-être qu'on pourrait. Non, mais il n'est pas seul de dire ça. Fleur Pellerin, elle dit aussi, un certain nombre de ministres disent la même chose. Et je vais vous répondre. C'est moi dire ce que je pense d'Arnaud Montebourg, mais je vais vous répondre sur le fond. Il y a eu, ça fait des années que ça dure, et c'est facile. C'est la pente naturelle dans le monde politique. Alors, quand il y a des affaires à gauche, la droite s'en réjouit, et quand il y a des affaires à droite, la gauche s'en réjouit. Donc, de plateau télé en plateau radio, voilà, alors il y a Arnaud Montebourg qui parle de l'affaire Tapie, et puis moi, je vais vous parler de quoi ? Alors, je vais vous parler de l'affaire Guérini, je vais vous parler de l'affaire Cahuzac, je vais vous parler de l'affaire DSK, et puis le week-end prochain, vous en aurez un autre, et vous parlerez... Vous savez pourquoi moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans ? C'est parce que, pendant ce temps-là, pendant que la droite et la gauche se renvoient la balle de ces affaires-là, il y en a une qui engrange les dividendes sans rien faire. Tiens, ça c'est du vrai capitalisme, c'est Marine Le Pen. Alors, pour vous poser la question un peu différemment sur cette affaire... Je pense qu'il n'y a qu'un antidote à ça. Je pense qu'il n'y a qu'un antidote à ça, c'est de laisser la justice travailler, que ça se fasse sans haine et que ça se fasse sans considération politique. Alors, pour vous poser la question un peu différemment, est-ce que vous pensez par exemple que dans cette affaire Tapie, la justice pourrait s'intéresser de très près en ce moment à cette affaire Tapie, tout simplement peut-être pour permettre aux socialistes de s'en prendre, eux, à Nicolas Sarkozy et pouvoir empêcher un retour d'anciens présidents sur la scène politique. Est-ce que vous y voyez cette interprétation ? Ouais, écoutez, ce doute est né de façon évidente les dernières semaines du fait de la multiplication, parfois un peu, qui a semblé un peu systématique. L'affaire Guéant, le sentiment qu'il y avait des gens qui derrière, c'est-à-dire dans le commentaire, et d'ailleurs on le voit dans le commentaire d'Arnaud Montebourg, mais dans le commentaire, on a le sentiment qu'il y a des gens qui derrière toutes ces affaires, et parfois de manière très, très excessive, cherchent Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire, il faut être cohérent sur ces sujets-là. Moi, je demande que les juges gardent la réserve et l'impartialité qui devrait être la leur vis-à-vis des politiques. Et de ce point de vue-là, l'affaire du mur des cons au syndicat national de la magistrature a beaucoup abîmé l'image de la justice. Et dans le même sens, à l'envers, je trouve que les politiques doivent garder une certaine réserve vis-à-vis de la justice. Je pense que c'est le genre de discipline auquel on devrait s'astreindre des deux côtés. Dans ce cas précis, sur l'affaire Tapie, vous pensez que la justice va un peu plus loin que ce qu'elle devrait faire ? Je pense que la multiplication des affaires et surtout les commentaires et la façon dont systématiquement les commentaires sont tournés autour de la question de savoir si ça peut ou si ça peut pas, de près, de loin, de très loin, atteindre Nicolas Sarkozy, évidemment, donne le sentiment qu'on cherche Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est évident, je pense qu'il n'y a pas un Français qui pense le contraire.
On évoquait le Front National et on évoquait Arnaud Montebourg. Je voudrais vous faire réagir à une autre phrase d'Arnaud Montebourg prononcée ce soir Arnaud à propos Montebourg du Front National. Voilà, c'est l'invité surprise. Il estime, et ça va évidemment faire parler venant d'un ministre du gouvernement, que l'Europe, incarné par José Manuel Barroso, a une part de responsabilité dans la montée du Front National. Et il dit ceci ce soir: José Manuel Barroso est le carburant du Front National. Est-ce que vous estimez que de la part d'un ministre, ce genre de propos est déplacé? Ouais, là, je pense que la formule est vraiment inutilement polémique. En revanche, sur le fond, je voudrais dire une chose. Moi, et peut-être qu'il fait la même expérience comme ministre, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu comme ministre. J'ai trouvé qu'on avait construit une Europe qui était vraiment une Europe des consommateurs et qu'on ne s'était pas assez posé la question de faire l'Europe des producteurs. Je m'explique. L'Europe, quand vous êtes ministre, par exemple, on passe son temps à vous parler des règles de concurrence à l'intérieur de l'Europe. Donc, par exemple, sur les transports, il s'agit d'être le plus... faire la séparation entre les réseaux et l'entreprise, organiser la concurrence entre les entreprises européennes, c'est-à-dire organiser la concurrence de la manière la plus idéale possible. Il y a quelque chose même de presque que théorique, d'un peu idéologique dans la manière dont on fait ça, organiser la concurrence de la manière la plus idéale possible. L'idée derrière tout ça étant de dire on va faire baisser les prix. Et ça va. Vous n'êtes pas en phase avec les droites européennes. Et ça va être favorable. Et ça va, oui, ça évolue. Parce que c'est une Europe libérale qui est défendue aux consommateurs européens. Moi, ce que je dis seulement, c'est que c'est vrai qu'on fait baisser les prix. C'est vrai que c'est favorable aux consommateurs européens. Mais le problème, c'est que le consommateur, c'est aussi un producteur. Il faut aussi qu'il gagne sa croûte. Et on ne peut pas essayer juste de faire la construction la plus idéale possible du point de vue de la concurrence interne, sans se poser la question de savoir comment nos entreprises vont aller gagner des marchés étrangers. Je reviens sur mon exemple des transports. Sur l'Europe et le Front National. Je reviens sur mon exemple des transports. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on s'organisait pour avoir la meilleure concurrence possible entre des entreprises européennes, mais à aucun moment on se réunissait pour savoir comment les entreprises européennes allaient s'associer pour pouvoir gagner des marchés à l'international. Donc oui, je pense que derrière ce choix-là, il y a une erreur. Autre exemple, en matière culturelle, par exemple, la France dit l'Europe doit se protéger. Est-ce que vous dites cette exception culturelle, c'est bien, bravo, ou bien est-ce que c'est un jeu de dupes? Ah non, moi je suis très favorable à l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est la vitalité de l'identité. Et derrière, ce sont aussi des opportunités économiques d'ailleurs, parce que l'exception culturelle, d'une certaine manière, on l'exporte. Et c'est quelque chose, et c'est bien que François Hollande, gouvernement et parlementaires de tous horizons, aient défendu l'exception culturelle. Je voudrais mettre un petit bémol, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui quel a été le prix de tout ça. Et voilà. Et de ça, on s'inquiète, parce que est-ce que le prix de tout ça, c'est des concessions dans les négociations sur l'agriculture et sur l'agroalimentaire? Concrètement, est-ce que le prix de pouvoir demain voir encore un film français, ce qui est une bonne chose, et ce que je défends, et je défendrai bec et ongle, est-ce que le prix de ça, c'est d'être obligé demain de manger de la viande, d'élevage de 50 000 têtes, d'animaux qui n'ont jamais vu un brin d'herbe? Donc vous n'êtes pas très favorable à cet accord de libre-échange qui se profile entre les États-Unis et l'Europe? Je voudrais être sûr qu'on ne nous cache pas des choses. Je voudrais être sûr que derrière ce demi-accord sur l'exception culturelle, il n'y a pas eu un échange. Mais vous êtes pour une Europe qui se protège quand même. De ce point de vue, vous n'êtes pas si loin que ça de Montebourg. Moi, j'utilise. Non, mais pourquoi pas? Je ne sais pas très bien ce que sont les positions de Montebourg sur l'Europe, parce qu'elles sont assez à l'emporte-pièce. Vous faites partie de ceux que José Manuel Barroso a traité de réactionnaires, alors, puisque c'était à ce propos de l'exception culturelle qu'il avait employé ce terme. Je voulais vous poser une question rapidement sur la transparence, puisque c'est un sujet qui a occupé beaucoup l'Assemblée avec ce vote où on a détricoté en gros la loi proposée par François Hollande. Vous avez dit au mois d'avril dans le Figaro que vous alliez publier votre patrimoine, c'était une promesse vis-à-vis des Parisiens. Est-ce que vous allez malgré tout le faire, malgré le fait que ça ne sera plus d'actualité? Oui, j'ai dit que je le ferai, et je le ferai en l'associant à... Parce que je trouve ça... C'est un peu symbolique, si vous voulez, en soi. C'est quand même pas la fin de l'histoire de publier son patrimoine. Je le ferai en l'associant à une charte d'engagement des élus qui seront sur les listes que je proposerai aux Parisiennes et aux Parisiens. Mais je dois dire quelque chose, cette publication du patrimoine. Moi, je le ferai surtout pour couper court, parce qu'après, vous avez les gens qui font court. Voilà, c'est une demande d'un certain nombre de nos concitoyens. Ça permet de couper court à certains fantasmes. Mais il faut être très clair, ça résout pas les problèmes.
Ça ne résout pas les problèmes. Parce que, regardez, les ministres du gouvernement, ils ont publié leur patrimoine. Et bien là, ça fait des semaines qu'il y a des bruits qui courent avec un ancien banquier qui fait des déclarations comme quoi il a une liste de personnalités, dont certains ministres du gouvernement qui ont des coupes en Suisse. Donc, ce que je veux dire, c'est que la publication du patrimoine n'a en aucune manière mis fin aux rumeurs, de la même manière que la publication du patrimoine n'aurait pas empêché l'affaire Cahuzac. Donc, il ne faut pas non plus faire croire aux gens que c'est la solution. On marque une pause, on va laisser passer les informations et on continuera de parler notamment de Paris dans quelques minutes dans le Grand Jury. À tout de suite. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, candidate UMP à la mairie de Paris. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL. Vous pouvez continuer à commenter l'émission sur les réseaux sociaux via le mot-clé Grand Jury avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui n'est pas venue seule. Vous êtes accompagnée de vos ex-rivaux de la primaire parisienne. Pourtant, ça n'a pas toujours été tendre entre vous. Il y a aussi Jean Tibéri qui est là. Est-ce que ça veut dire que tous auront un rôle, une place éminente dans votre équipe de campagne et sur vos listes ? Alors là, je ne veux pas que vous créiez des problèmes. Il y a aussi Philippe Goujon, le président de la fédération. Ah non, mais ça, certain nombre de parlementaires. Répondez à ma question. Est-ce que toutes ces personnalités... Je suis en train de sélectionner parmi mes invités. Écoutez, je souhaite... D'abord, moi, je suis heureuse qu'on ait fait cette primaire. Je le dis. Je suis heureuse que la Fédération de Paris ait fait le choix de la primaire. Ce n'était pas forcément un choix facile, parce que c'était une première d'avoir une primaire ouverte dans une ville. C'était la première fois qu'il y avait une primaire ouverte numérique avec tous les problèmes techniques, logistiques qu'on a connus. Et puis, c'est pas un choix facile pour un parti, parce que finalement, c'est donner aux électeurs et aux électrices la possibilité de eux choisir. Participation faiblarde quand même. Par le passé, ça se passait dans les commissions d'investiture, ces choses-là. Là, c'est un parti qui décide, mais finalement, on renonce à la bonne vieille commission d'investiture et on demande aux Parisiennes et aux Parisiens de faire le choix eux-mêmes. Il y a eu 23 000 inscrits. Écoutez, 23 000 inscrits qui payent 3 €, on l'a assez rappelé, parce qu'il fallait financer le système, qui se mobilisent. C'est moins que de militants. Comment ? C'est moins que de militants. C'est beaucoup plus que de militants un jour de cotisation. Frédéric Delpech. Alors, mais attendez, Nathalie je peux allez-y, si vous répondez à ma question sur le rôle et la place de chacun sur vos listes. Voilà, écoutez, d'abord, je voulais quand même dire que j'étais heureuse d'avoir eu cette primaire. On l'a bien compris, mais vous n'avez pas répondu à la question sur les listes électorales. Et je souhaite maintenant rassembler. Et pour rassembler, je trouve normal de rassembler d'abord ma famille politique avant de rassembler à Paris toutes les forces qui veulent le progrès. Parce que je souhaite rassembler à la suite de cette primaire ouverte, et je pense que la primaire ouverte en est l'augure. Voilà, cette façon de faire, d'aller chercher, d'aller interpeller les Parisiennes et les Parisiens, leur demander leur avis de manière précoce dès le début. C'est le signal d'une campagne que je veux être une campagne de rassemblement. Rassemblement, évidemment, bon, le mot, on le connaît, il est utilisé souvent par tous les candidats un peu partout, mais un beau mot. On sait beaucoup que certains de vos partisans, lorsque vous êtes présentés à Paris, ont dit voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est le renouvellement, la rupture avec ce qu'on a appelé les barons parisiens, puisque c'est une expression qu'on a beaucoup entendue, avec cette droite parisienne qui s'est déchirée pendant des années. Et puis finalement, vous nous dites, non, en fait, je rassemble tout le monde, je garde ce qu'on appelle les barons parisiens, je reconduis les sortants. En gros, est-ce que ça va être ça, ou est-ce que vous allez tout de même faire un certain nombre de choix, parfois douloureux? Alors on pense par exemple, puisque Jean Tibéri est sur ce plateau, au 5e arrondissement, où se pose le cas de la succession de Jean Tibéri, ou est-ce que vous allez plutôt favoriser une certaine continuité? Écoutez, d'abord, les listes, je les ferai à l'automne. Je l'ai dit, les têtes de liste par arrondissement, probablement au mois de novembre, et les listes par arrondissement plusieurs semaines après. Pourquoi ? Parce que le projet passe avant tout. Et en ce moment, on est en train de travailler tous ensemble sur le projet. Le projet sur Paris, pour Paris, lui, sera présenté avant. C'est normal. C'est pas une question de personne, c'est d'abord une question de projet. Au début de l'automne, probablement en octobre. Donc ça, c'est mon mode de fonctionnement. Et je ne vais pas, ce soir, vous faire des annonces anticipées de 6 mois sur l'automne. Mais vous allez nous dire où vous êtes candidate, je le dis très clairement. Pas du tout. Dans quel arrondissement? Non, c'est pas... Je finis ma phrase et je reviens là-dessus. Mais je le dis très clairement, le critère pour les listes, ce sera le mérite, le renouvellement et...
vous n'aimez pas le rassemblement, parlons d'ouverture. Je le dis, je veux rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent le progrès à Paris. Au-delà de l'UMP, Après, à l'UDI, et voire même à gauche éventuellement? toutes celles et tous ceux qui veulent le progrès à Paris. Il y a l'UDI, il y a le MoDem, il y a beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, tout simplement, qui veulent que ça change. Vous savez, quand on a lancé les primaires, moi c'est ce que je disais aux uns et aux autres. Parce qu'au début, je me disais, mais c'est primaire de l'UMP. Non, c'est les primaires de l'alternance. Tous ceux qui veulent que ça change. Et finalement, la question qui est posée aux Parisiennes et aux Parisiens, c'est est-ce que vous trouvez que tout va bien à Paris? Si vous trouvez que tout va bien à Paris, si vous trouvez qu'il n'y a pas de problème de sécurité, si vous trouvez que pour la 40% d'augmentation d'impôts que vous avez eu, vous en avez pour votre argent et que vraiment le service est parfait et qu'on ne peut pas mieux faire, si vous trouvez que la propreté c'est impeccable, si vous trouvez que Paris tient sa place dans la liste des métropoles mondiales, eh bien à ce moment-là, alors vraiment ne changez rien. Ne changez rien. Mais si vous trouvez qu'on peut faire autrement, on a des choses à dire. On va venir sur le tous programme. ceux qui trouvent qu'on peut se faire autrement. Oui, on va y venir. Juste Oui. un mot, Alexis est-ce que Brézet, vous pouvez nous dire aujourd'hui ou dans quel arrondissement vous serez candidate? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour la configuration Non, du scrutin. Je l'ai dit, je le dirai dans les semaines qui viennent. Mais Pourtant, vous savez, Anne là Hidalgo aussi. a fait savoir qu'elle serait candidate tête de liste dans le 15e arrondissement. Elle l'a dit cette semaine. Oui, bah écoutez, elle l'a dit alors. Enfin, Alors, Mais pourquoi vous voulez pas le dire? Je fais un petit Vous incise savez là-dessus. pas en fait? Moi, je calque pas mon comportement sur celui des autres. Je vois qu'il y a beaucoup d'obsessions à gauche sur ce que je fais. Alors, ils ont, elle et les adjoints, perpétuellement des commentaires sur ce que je suis pas, ce que je devrais être. Il y a des interpellations, on me fait des injonctions. Bon, et puis alors, il y a autre chose, c'est que quand on parle d'éléments de programme, ils reprennent. L'autre jour, j'annonce que je veux ouvrir le schéma pour le travail le dimanche. Je veux ouvrir les lieux dans Paris où on peut travailler le dimanche. 2 jours après, finalement, en contraire de ce qu'elle avait dit jusqu'à maintenant, Anne Hidalgo vous dit, confirmez, voilà, Nathalie on va travailler le Kosciusko-Morizet, dimanche. vous Sur la confirmerez que ce sécurité, serait un c'est pareil. arrondissement de Sur le reconquête? logement, c'est pareil. Attendez. Donc moi, je ne me cale pas sur ce que disent les autres. Et ça n'est pas parce que Mme Mais Hidalgo vous a fait confirmez une que ce déclaration sera sur un son arrondissement de reconquête? que j'ai l'intention de vous en faire ce soir. Je confirme que ce sera un arrondissement dans lequel je peux changer les choses. Et je le redis, aussi en réponse à la question d'Alexis Brézet tout à l'heure, moi je suis candidate à la mairie de Paris. J'irai dans l'arrondissement dans lequel ma candidature peut aider à faire basculer les choses et à faire changer les choses. Le 12e ou le 14e en gros. Et vous verrez bien à ce moment. Et aujourd'hui, vous le savez? Je suis en train de finir ce travail qui est un travail de dialogue parce que je ne suis pas la seule engagée. Et puis il y a une dimension de choix très personnelle aussi. Et juste d'un mot, depuis votre désignation, vous n'arrêtez pas de dire qu'avec cette primaire, c'est une élection. Vous êtes affranchi de l'UMP. Oui, parce que c'est une élection, c'est si gênant que ça d'être étiqueté UMP quand on est candidat à la mairie de Paris? C'est pas une question d'étiquette, vous savez. C'est presque une question de tempérament. Je reviens. C'est une élection. Et ça fait toute la différence. Pourquoi j'ai voulu cette primaire? D'abord parce que la bonne vieille commission d'investiture, ou alors les négociations entre états-majors. Mais vous ne répondez pas à ma question sur l'UMP. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui élu à Paris en se revendiquant tous les jours de l'UMP, ce qui n'est pas votre cas? Mais ce n'est pas un problème d'étiquette, Jérôme Chapuis, c'est un problème de liberté. Il y a 2 façons de faire. Il y a la façon ancienne, celle que j'ai pas voulu, et les primaires, dans lesquelles ce sont les Parisiennes et les Parisiens qui choisissent. C'est très différent. Vous savez, dans la vie, la politique c'est pareil. Ce que vous allez gagner, ce que vous allez chercher à travers une élection en politique ou en vous battant dans la vie, ça a beaucoup plus de valeur que ce qu'on vous a donné ou que ce qu'on vous a octroyé. J'ai eu l'occasion de le dire déjà, mais je le redis, parce que je sais que les femmes qui nous entendent le comprennent. C'est singulièrement vrai pour les femmes. Les femmes, elles savent ce que je dis là, que ce qu'on a gagné par soi-même a plus de valeur que ce que d'autres vous ont donné. Et ça vous donne de la liberté. Et moi, oui, d'avoir été choisie par les Parisiennes et les Parisiens dans une élection, je me sens plus libre. Ça n'est pas un problème d'étiquette, c'est tout simplement un problème de tempérament, de démarche. Quand vous êtes choisi par une commission d'investiture, comme ils le font à gauche par le sortant, mais un jour, les gens vous rappellent, ils vous rattrapent par la manche et ils vous disent qui t'a fait roi? Alors sur tel endroit, en numéro 3, il va falloir que tu prennes machin et souviens-toi. Et là, vous ne dites pas que vous n'avez pas de problème de composition des listes là, parce que je pense que je pourrais être dans une démarche différente et j'ai l'intention d'être dans une démarche différente. Et je leur suis extrêmement reconnaissant d'avoir accepté ce principe de la primaire parce qu'ils savent que la primaire me donne plus de liberté. Donc personne dans ce studio n'est certain de figurer sur vos listes à l'automne prochain? Personne. Très bien, ils vont repartir en tremblant. Juste, on va parler. Attends, juste une question très précise. Et vous remarquez que quand j'ai dit ça, personne n'a quitté non plus son Mais siège. certains, oui. Alexis Brézet. Est-ce qu'on peut rester député de l'Essonne en étant élu de Paris?
Bien sûr, parce qu'on est député de la nation. Quand on est député, on vote les lois. C'est pas pareil pour un mandat local. Moi, j'ai souhaité, je pense que c'était par respect vis-à-vis des électeurs de Longjumeau et par respect vis-à-vis des Parisiennes et des Parisiens, démissionner de mon mandat de maire de Longjumeau. Mais ça n'aurait pas été logique de démissionner aussi de votre mandat de député de Longjumeau ? Je continue à suivre de près ce qui se passe dans la ville de Longjumeau, à accompagner l'équipe qui a été la mienne, qui fait un travail remarquable. Mais c'est vrai que je trouvais ça plus clair vis-à-vis des électeurs de démissionner de ce mandat. Mais quand on est député de la nation et on vote les lois. En revanche, je veux dire quelque chose, c'est que si les Parisiennes et les Parisiens me font confiance, là, je démissionnerai du mandat de député parce que Paris, c'est un mandat qui, si vous voulez, qui est tellement immense. Il y a si vous êtes maire de Paris, hein. Qui suffit à lui-même. Bah oui, si les Parisiennes et les Parisiens me font confiance. Pas simplement conseiller municipal, on imagine. Si vous êtes conseiller municipal, vous resterez député. Mais écoutez, si les Parisiens et les Parisiens me font confiance, ça veut dire si je suis maire de Paris, voilà. Bien sûr, vous l'avez bien compris. Alors, cette semaine, juste très rapidement, cette semaine, on a vu l'inauguration des voies sur berge par Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo. On se souvient du combat mené par la droite il y a encore un an, avec une droite qui était très opposée à ce projet. François Fillon l'avait d'ailleurs bloqué pendant plusieurs mois lorsqu'il était Premier ministre. Et puis là, on n'a pas entendu grand-chose. Il y a une sorte de consensus, tout le monde a l'air très content. Est-ce que vous êtes allé vous promener, par exemple, sur ces nouvelles voies sur berge piétonnes ? Écoutez, j'y suis passée. Je vais vous dire un peu ce que... D'abord, pour vous dresser le cadre général, moi, j'ai pas l'intention de rentrer dans la chicaya ou le débat sur tel ou tel aménagement pendant toute la campagne. Ce qui a été fait a été fait. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Il y a des choses qu'on aurait fait vraiment différemment. Mais de toute façon, il y a un moment où c'est derrière. Et moi, je suis là pour construire, pour aller de l'avant et pour faire des propositions pour la suite. Sur la question des voies sur berge, précisément, moi, j'ai deux critiques. Qu'une ville n'ait pas vocation à être un gigantesque circuit automobile, c'est bien, c'est normal. Et d'ailleurs, toutes les grandes métropoles réduisent la place de l'automobile. C'est vraiment pas d'une immense originalité. C'est nouveau, ça, parce que, pardon, mais la droite a longtemps défendu le tout voiture à Paris. Non. Regardez de près ce qui se passe au Conseil de Paris. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En revanche, il y a d'autres manières de le faire que de faire de gigantesques embouteillages pour dégoûter les gens. Et ça, c'est l'aveu de la gauche municipale. On veut dégoûter les gens. Moi, je crois qu'un politique n'a pas à vocation des voies sur berge, il n'y a pas de gigantesques embouteillages. Oui, alors allez voir un peu au niveau du musée d'Orsay. Non, ça, vous ne pouvez pas dire ça c'est pas vrai, c'est juste pas la réalité. Mais je veux dire, sur la question précise des voies sur berge, j'ai deux critiques sur le projet des voies sur berge. Le premier, c'est je trouve que quand on réduit la place d'un mode de transport, et là on a divisé par deux quand même la place de la circulation, il faut proposer une alternative. Or, il n'y a aucune alternative, aucun nouveau transport en commun qui est proposé. Donc on demande aux Parisiennes, aux Parisiens, aux touristes d'aller sur les voies sur berge, mais il n'y a aucun nouveau moyen de les acheminer. Et il y a au contraire un gigantesque embouteillage qui fait barrage finalement entre les voies sur berge. Deuxième chose, je trouve que le projet il est mal monté. Si vous regardez au niveau du musée d'Orsay, la voie sur berge, au niveau du musée d'Orsay, elle est plein nord, elle est très froide. C'est un endroit où la Seine est très large. De l'autre côté, vous avez le jardin des Tuileries. Moi, je pense qu'il n'y a pas un touriste l'hiver qui descendra sur la voie sur berge au niveau du musée d'Orsay. On va passer à des considérations plus... on comprend bien, c'est très local. Le quai, c'est important. En revanche, le quai, aujourd'hui, il est très embouteillé, alors qu'à cet endroit-là, il y a le musée d'Orsay, il y a la Légion d'honneur, c'est beau, il y a du monde. Eh bien, je propose qu'on inverse. On met les voitures sur la berge. On élargit le trottoir au niveau du quai et en revanche, au niveau du quai haut, on garde un espace, une voie pour les bus, les taxis, je vous coupe parce les vélos, que ce sont des choses qui sont très intéressantes pour tous nos auditeurs parisiens, mais il y a vous me posez la question des voies sur berge, vous avez la réponse. On a la réponse précisément, c'est pour ça que je vous coupe. Alexis Brézet, d'autres questions. Il y a une question qui parle à tous les auditeurs, voilà. Je l'espère, je le crois, c'est la fiscalité dont vous l'avez dit tout à l'heure, qu'elle avait augmenté à Paris. Qu'est-ce que vous elle n'a pas augmenté n'importe comment, elle a augmenté de 40%. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez pour la suite? Vous dites, je ne l'augmenterai pas. Est-ce que vous allez faire des économies, par exemple? Et sur quel service municipal? D'abord, pour nos auditeurs, il faut bien entendre qu'il y a eu 40% d'augmentation depuis 2001 de la fiscalité et dans la même période, une multiplication par bientôt 4 de l'emprunt. Donc on tire à la fois sur la fiscalité, on tire sur la fiscalité future, parce que l'emprunt, c'est la fiscalité future. Pas pendant le premier mandat, c'est plutôt dans le deuxième mandat de Bertrand Delanoë, l'augmentation de la fiscalité.
40%, c'est surtout compris. Oui, l'ensemble. Et 40%, c'est une moyenne. Hein. Vous avez certaines taxes, comme la taxe de balayage, qui, pour certaines personnes, a augmenté jusqu'à 600%. 600%, ça veut dire multiplier par 6. Comment est-ce qu'on gère une ville aujourd'hui sans augmenter les impôts, qu'est-ce qu'on fait écoutez, je vais vous dire, avec ça, qu'est-ce qu'ils ont fait qui baissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, les personnels de la ville de Paris sont passés de 40 000 à plus de 51 000 aujourd'hui. Donc c'est plus de 25% d'augmentation des personnels de la ville de Paris. Et dans le même temps, vous avez un record d'absentéisme avec 200 millions d'euros par an qui sont perdus du fait de l'absentéisme. C'est quand même aberrant qu'alors qu'on augmente de 25% les personnels, donc normalement on a les moyens de s'organiser dans les services, il y a une telle augmentation de l'absentéisme. Et ça témoigne d'une difficulté de management, d'un défaut de dialogue social aussi. Normalement, c'est les champions du dialogue social. Bon résultat, là, il y a vraiment des économies à faire. Autre chose, les frais de fonctionnement, les charges à caractère général, ce qu'on appelle le train de vie de la mairie. Il y a des augmentations considérables de 533 millions à 700 et quelques millions pour le train de vie. Il y a des réductions à faire. Alors, un autre exemple. Il y a un dossier d'actualité sur la réforme des rythmes scolaires. Recettes. La réforme des rythmes scolaires, ça va coûter 60 millions d'euros par an. Aujourd'hui, personne ne comprend bien encore à quoi ça va servir la réforme des rythmes scolaires, parce que ça va pas alléger la journée, mais ça va alourdir la semaine, ça désorganise les familles, ça désorganise les enseignants, et on nous demande d'inscrire les enfants, c'est-à-dire on nous demande de dire si nos enfants vont faire ou pas les activités périscolaires, sans qu'on puisse savoir ce que sont ces activités périscolaires qui sont proposées école par école. 50 ou 60 millions d'euros par an. Il y a une source de recettes possible avec le stationnement, enfin les amendes de stationnement. Il va y avoir un texte qui va arriver à l'Assemblée en juillet, avec la possibilité qui sera donnée, alors en dépénalisant les amendes de stationnement, une possibilité qui serait donnée aux maires de toutes les villes de France de choisir librement le montant de leurs amendes. En ce moment, c'est 17 €. Est-ce que vous soyez favorable à cette dépénalisation qui vous permettrait d'augmenter le montant des amendes? Qui est une dépénalisation et la possibilité pour les uns et les autres de choisir, pourquoi pas, mais moi je ne souhaite pas les augmenter à Paris. J'ai vu que la gauche voulait les doubler et en doubler le montant pour financer le Grand Paris. C'est une belle façon de faire aimer le Grand Paris. J'ai d'autres projets pour le stationnement, je peux vous les donner en quelques mots. D'abord, je souhaite qu'on passe au ticket électronique. Comme ça se fait aujourd'hui, il suffit de traverser le périphérique à ici les Moulineaux. Vous êtes inscrit, vous avez votre plaque d'immatriculation inscrite sur un site internet. Quand vous garez, vous ne cherchez pas d'horodateur, vous tapotez sur votre smartphone, vous rentrez 3 €, vous n'avez même pas de papier, rien du tout. Vous allez faire vos courses ou votre réunion. Si ça dure plus longtemps que prévu, à distance, on vous prévient que votre ticket électronique va se finir, vous rajoutez de l'argent automatiquement sur votre téléphone. C'est beaucoup plus simple, ça se fait dans d'autres communes. J'ai proposé que ça se fasse à Paris. Alors, ça fait partie des idées d'ailleurs que la gauche, qui décidément en manque, a annoncé qu'elle voulait reprendre, puisqu'on nous a dit que ce serait possible bientôt à l'automne. Bah écoutez, tant mieux. Moi, je partage bien volontiers mes idées. J'en ai beaucoup d'autres. Vous vous engagez à ne pas augmenter le niveau des amendes? Oui, je vais plus loin. Je pense qu'il faut aussi retravailler le stationnement de deux manières. D'abord, il faut relancer les stationnements souterrains, les parcs souterrains, et notamment pour les deux roues. Parce qu'il y a un gros problème de stationnement des deux roues en ce moment à Paris. Il n'y a pas du tout assez de place de stationnement des deux roues, donc ils se garent un peu n'importe où. Ça pose des problèmes de sécurité. C'est pas homogène la façon dont ils sont verbalisés, c'est-à-dire que vous avez des quartiers dans lesquels un deux roues garé sur une place de stationnement payant pour voiture a une tolérance, un autre où il est carrément envoyé à la fourrière. C'est pas de bonne méthode de faire ça. Et puis je voudrais aussi qu'on travaille sur quelque chose qui se développe, qui est l'utilisation des places de stationnement privées non utilisées par leurs propriétaires pour une mise à disposition. Il y a 120 000 de ces places aujourd'hui, semble-t-il. Vous êtes pour une réquisition ? Non, c'est pas une réquisition, c'est la possibilité pour les propriétaires de les louer. Et je crois que la mairie, sans se substituer aux propositions qui sont faites par le privé, il y a des applis qui... Je visite prochainement une entreprise qui s'est lancée là-dedans, mais la mairie peut accompagner ce mouvement, qui est un mouvement intelligent. C'est les places qui existent, qui sont vides, il y a des gens qui demandent, et ben rapprochons-les. Autre question qui préoccupe les Parisiens, l'insécurité avec notamment l'explosion du nombre de cambriolages. Alors évidemment, ça ne dépend pas de la mairie, mais enfin la mairie a aussi son mot à dire dans cette affaire. Plus que son mot à dire. Alors qu'est-ce que vous feriez ? Vous diriez quoi? Écoutez, d'abord, oui, il y a un vrai problème de sécurité à Paris. Le nombre des cambriolages, si on regarde par exemple les statistiques du mois de janvier 2013, c'est une augmentation de 60% par rapport à janvier 2012. Donc, sur une année, c'est moins, il faut lisser. Mais enfin, il y a une très forte augmentation du nombre de cambriolages à Paris. Et c'est une augmentation qui est particulière à Paris et qui est le maire, préoccupante. Il peut quoi, ça? Qui est national aussi. Regarde, d'abord, oui, mais elle est plus importante à Paris sur les atteintes aux biens. C'est lié à quoi? Eh bien alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, la première chose à faire, c'est que le maire arrête sur ce sujet de se chercher des excuses
plutôt que de faire des propositions. Parce que le maire de Paris se cache derrière le fait qu'il n'a pas la compétence légale, il n'a pas les pouvoirs de police, ce qui est une réalité. Le maire de Paris n'a pas tous les pouvoirs de police, mais il se cache derrière ça pour ne rien faire. Et moi, j'aurais plutôt l'attitude inverse, c'est-à-dire plutôt que de dire voilà tous les sujets sur lesquels je ne peux rien faire, je suis plutôt du genre à rechercher des solutions et à revendiquer des responsabilités, y compris sur les sujets qui ne seraient pas entièrement de ma responsabilité. Et le maire de Paris, de fait, peut faire des choses. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, le maire de Paris verse, c'est l'impôt des Parisiens, 290 millions d'euros par an à la préfecture de police pour payer des personnels qui sont donc payés par la ville sous la responsabilité du préfet de police. Il demande que ces personnels s'occupent des contraventions de stationnement. C'est beaucoup plus rapide que par le passé de faire des contraventions de stationnement à cause du numérique. Moi, je propose que du coup, ces personnels, pour partie, soient réaffectés à d'autres missions. Par exemple, aujourd'hui, on a de la police nationale qui fait des missions de circulation. Ces personnels peuvent faire ces missions de circulation, ça libère immédiatement sans que ça coûte un sou de plus. Ça fait des centaines de policiers en plus sur la voie publique. Deuxième exemple, par le passé, il y avait des arrêtés anti-mendicité à Paris. Ça permet, par exemple, de justifier, d'avoir une base légale pour les contrôles d'identité, notamment pour la lutte contre les pickpockets. Donc vous êtes Quand la gauche favorable est arrivée au pouvoir, au retour des arrêtés mendicité à Paris. Elle a demandé le retrait des arrêtés anti-mendicité. Bien sûr, dernier exemple, la vidéoprotection. On a à Paris un très faible dispositif en matière de vidéoprotection. La vidéoprotection, c'est extrêmement utile. J'étais encore l'autre jour à Nice pour regarder leur dispositif qui est très avancé de vidéoprotection. Écoutez, c'est utile pour l'élucidation des faits. Et dans certains cas, quand on s'organise bien pour ça, et j'ai vu des exemples très concrets, c'est utile pour la prévention. Parce que je voudrais, parce que l'émission approche de la fin, un sujet qui reste dans l'actualité, bien que le débat politique soit terminé depuis un certain temps, c'est le débat sur le mariage gay. Ce week-end, à Paris, il y a une exposition contre l'homophobie en face d'une mairie d'arrondissement qui a été vandalisée à 2 reprises. Votre rival Anne Hidalgo a condamné ces agissements, on imagine que vous le faites vous aussi. Votre réaction ? Mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que moi, il se trouve que je connais l'artiste qui a fait cette exposition. Et donc, je l'ai appelé pour lui témoigner de mon soutien. Cette vandalisation, en fait, a été faite de façon très brutale parce qu'on a découpé des visages, ce qui est un geste qui est très, qui est très dur, qui est très brutal. Et pour lui redire ce que je lui avais déjà dit, parce qu'il y a quelques semaines, il m'avait sollicité en me proposant de participer à cette exposition. Mais ces tensions, le fait que 3 semaines après le vote de la loi, il y a toujours cette... Donc je l'ai appelé pour lui redire ce que je lui avais dit il y a plusieurs semaines, qui était que j'acceptais d'être photographiée dans cette exposition dans un couple imaginaire. Je sais qu'à l'époque, il avait imaginé faire un couple imaginaire avec Madame Hidalgo, qui semble-t-il n'y était pas favorable. Je ne sais pas si cette situation l'a fait changer d'avis. En tout cas, moi, mon soutien à cette exposition, il n'est pas vous auriez été prête à poser dans le cadre d'une... Je l'ai accepté il y a plusieurs semaines. J'ai accepté, j'ai sollicité par cet artiste, j'avais accepté de faire partie de cette exposition. J'aurais été un des visages découpés. Comment vous expliquez ces tensions qui perdurent sur à propos du mariage ? On l'a encore vu aussi avec la condamnation à de la prison pour ce jeune militant, d'ailleurs, qui provoque de nouvelles manifestations. Comment vous expliquez cette tension qui persiste ? Je l'ai dit, je le redis, je trouve que la méthode qui a été utilisée sur la question du mariage n'est pas la bonne méthode sur un sujet de société. Et François Hollande a pris le risque de diviser, de fracturer la société, et il l'a fait sciemment. Il y avait d'autres manières de faire. Ah oui, il y avait d'autres manières de faire. Écoutez, on voyait bien que c'était en train de se tendre. Il y avait d'autres manières de le faire. Les gens disent, oui, mais c'était une de ses promesses de campagne, il devait honorer ses promesses de campagne. D'accord ? Il y avait d'autres manières de faire, je le redis. Je vous prends un exemple très concret. Quand on a eu les débats sur l'euthanasie dans les années 2000, moi j'étais jeune députée à l'époque, vous vous souvenez, c'était des sujets extrêmement douloureux. Il y avait une mère avec un fils qui était tétraplégique, on en avait beaucoup parlé. Il y avait les germes, les prémices des mêmes fractures dans la société. À l'époque, ceux qui étaient pour l'euthanasie, ceux qui étaient contre disaient « vous êtes des assassins ». Et ceux qui étaient contre, les autres disaient « vous êtes des obscurantistes ». On voit bien qu'il y avait le même type de tension dans la société. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait réuni une commission dans laquelle il y avait des députés de droite ou de gauche, les deux, qui souvent avaient été confrontés à titre personnel à la question de la fin de vie d'un proche. Et ils s'étaient réunis loin des postures politiques, loin des caméras.
Il y avait pas, les auditions n'étaient pas publiques. Ils avaient travaillé, c'est la méthode que ils avaient François Hollande aurait dû... convergé. Mais bien sûr, ils avaient convergé vers une position commune. La loi qui s'était appelée la loi Leonetti, du nom du député qui présidait cette commission, cette loi a été votée à la quasi-unanimité. Et aujourd'hui, sur la question de la fin de vie, on a une loi qui, moi je le crois, est équilibrée, qui permet en fait, qui crée une zone de dialogue entre le patient, les médecins, la famille, qui permet un certain nombre de choses, par exemple l'arrêt d'un certain nombre de soins, tout en mettant clairement une limite et en interdisant l'injection létale à laquelle personnellement je suis opposée. Je vous coupe Nathalie Kosciusko-Morizet parce que cette émission touche à sa fin. Je vous indique simplement le score au vu qui n'est pas définitif sur les 2/3 des bureaux à Villeneuve-sur-Lot, la législative partielle. Il semblerait que l'UMP l'emporte, c'est ce que nous dit notre correspondant, le correspondant d'RTL Philippe de Maria, avec 53%. Le score de l'UMP est un petit peu plus large que ce qu'on imaginait. Une réaction ? Écoutez, sous toute réserve, puisque vous le dites vous-même, ce ne sont que 2/3 des votes, mais si ce score était confirmé, je voudrais d'abord féliciter notre candidat qui a subi une épreuve, parce qu'une élection c'est toujours une épreuve, mais là il y a eu des tensions singulières, et remercier tous les électeurs qui se sont mobilisés autour de lui, et ce, quel qu'ait été leur vote du premier tour. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir été l'invitée de ce grand jury. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée et très bonne semaine.